scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite, nous vivrons plus longtemps, nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Nous abordons une ère nouvelle, où la technologie sera intégrée à la nature humaine. Une ère où nous ne parviendrons plus à distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. La fusion entre l'homme et la machine est inéluctable. Le processus est en marche et redéfinit déjà le sens même que nous donnons à l'humanité. Le cerveau humain est un organe extrêmement complexe qui compte plus de 85 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Ces neurones communiquent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Les scientifiques savent depuis longtemps qu'on peut stimuler le cerveau à l'aide d'un faible courant électrique. Mais une équipe de chercheurs va plus loin et pense pouvoir utiliser l'électricité pour nous rendre plus intelligents. Jim Al-Khalili est allé à Oxford pour enquêter sur cette affirmation. La science va bientôt vous changer la vie. Je m'appelle Stephen Hawking et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Wow. Dans cette série, 5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite, nous vivrons plus longtemps. Nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Nous abordons une ère nouvelle, où la technologie sera intégrée à la nature humaine. Une ère où nous ne parviendrons plus à distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. La fusion entre l'homme et la machine est inéluctable. Le processus est en marche et redéfinit déjà le sens même que nous donnons à l'humanité. Le cerveau humain est un organe extrêmement complexe qui compte plus de 85 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Ces neurones communiquent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Les scientifiques savent depuis longtemps qu'on peut stimuler le cerveau à l'aide d'un faible courant électrique. Mais une équipe de chercheurs va plus loin et pense pouvoir utiliser l'électricité pour nous rendre plus intelligents. Jim Al-Khalili est allé à Oxford pour enquêter sur cette affirmation pour le moins audacieuse. Nous savons tous qu'à force d'exercice, nous pouvons sculpter notre corps pour le rendre plus fort, plus rapide et plus performant. Il n'existe malheureusement pas de pilule ou de recette miracle pour obtenir un corps parfait. Nous savons que cela prendra du temps et beaucoup d'efforts. Mais qu'en est-il de notre cerveau? Pouvons-nous le muscler lui aussi pour le rendre plus fort et plus rapide? Je suis dans le département de psychologie expérimentale de l'Université d'Oxford pour voir où en sont les dernières recherches sur l'amélioration des performances cérébrales. Cela fait 10 ans que ces chercheurs travaillent sur l'utilisation du courant électrique pour stimuler et améliorer les fonctions cérébrales. Le neurologue en charge de ce programme s'appelle Roy Cohen-Kadosh. Nous travaillons sur l'une des formes les plus évoluées de l'intelligence humaine, l'aptitude aux mathématiques. Nous stimulons certaines régions du cerveau impliquées dans les performances mathématiques pour vous rendre meilleur en maths. Au tout début du projet, Roy et ses collègues se sont appliqués à identifier les parties du cerveau qui entraient en activité pour une tâche donnée. En envoyant une petite impulsion électrique à une région précise du cerveau, on peut voir quelles sont les fonctions qui réagissent. Première impulsion. C'est trop bizarre. Une autre. Tereka est en train de stimuler votre cortex moteur gauche et en faisant ça, vos neurones vont déclencher une réponse motrice de votre main droite.
Je sens un clic sur mon crâne à gauche, puis une contraction très localisée au niveau de la main droite. Ça ne me fait pas sursauter, sinon ce sont mes deux mains qui se contracteraient. Au cours de leurs expérimentations, Roy et ses collègues ont soumis les différents lobes du cerveau à ces impulsions électriques. C'est cette technique que vous avez utilisée pour localiser les régions du cerveau impliquées dans les mathématiques? Exactement. Et si on peut améliorer les fonctions associées à cette région ou à d'autres régions impliquées dans les mathématiques, on peut rendre les gens meilleurs en maths. Une fois les différentes fonctions du cerveau localisées, les chercheurs ont mis au point un système permettant d'accélérer la transmission des informations dans les régions impliquées. Des électrodes posées sur la tête, leur envoyant directement un courant électrique alors qu'elles sont déjà occupées à résoudre un problème. On a imaginé un jeu où les gens doivent résoudre des problèmes mathématiques qui entraînent l'activation de certaines régions du cerveau. Et nous stimulons ces régions pendant le jeu. On fait les exercices avec ce bonnet sur la tête? Exactement, pendant que le cerveau est stimulé. Et qu'avez-vous découvert? On a découvert qu'en stimulant le cerveau pendant la réflexion mathématique, on pouvait améliorer les performances de 28%. De tels résultats, une amélioration de 28 à 30% des capacités de calcul, sont tout simplement incroyables. Faisons maintenant l'expérience avec Anna Powell, professeure notoirement nulle en maths. Premiers exercices sans les électrodes. Et on est à 2 à plancher. Je vous dirai quand arrêter. Sarah a 200 livres. Elle achète 4 pneus d'une valeur de 35 livres chacun. Combien lui reste-t-il après les avoir achetés? J'en ai pas la moindre idée. Classez ces fractions par ordre croissant. Quart, tiers, moitié. Combien y a-t-il de bureaux par rangée? 50 questions plus tard, Anna Powell en est à 60% de bonnes réponses. Je m'en sors beaucoup mieux avec 90%, mais bon, moi je me sers des maths tous les jours. Je sais pas. 300? Voici le bonnet. On réessayera demain après une séance de stimulation cérébrale. Je participerai aussi, et nous utiliserons nos corps pour résoudre des problèmes mathématiques. Localisez les fractions sur la ligne. D'accord. Bougez et quand vous êtes prête, levez les mains, ok? Ok. Le but du jeu est de matérialiser ce que représentent les fractions sur la ligne au bas de l'écran. Vous avez vu ce que j'ai fait? Plus on avance dans le jeu et plus les questions deviennent difficiles. Zut. Pendant que nous jouons, les électrodes du Dr Cohen stimulent notre cortex pariétal. Bingo! Oh, faux. Oui, enlevez-moi cette merveille. J'ai effectivement senti une stimulation. J'avais l'impression que mon cerveau faisait plus d'efforts qu'il n'en fait normalement. Je l'ai vraiment senti. Mon cerveau travaillait plus vite, surtout vers la fin. Puis, nous entreprenons de résoudre les mêmes types d'exercices que la veille pour voir si nous avons fait des progrès. Je n'ai pas l'impression d'avoir été meilleur, mais il faut dire que mes études en physique théorique me donnent un net avantage. Comment ça s'est passé? Contrairement à hier où j'ai séché sur pas mal de questions, j'ai eu l'impression d'avoir l'esprit un peu plus ouvert en mathématiques alors que j'ai vraiment peur des maths. Anna, vous avez obtenu quelques centièmes de points de plus à un des tests. Je pense qu'avec plusieurs séances de stimulation, le résultat serait plus probant. Intéressant. Sinon, les résultats sont sensiblement les mêmes. Jim, vous avez progressé de quelques centièmes de points. L'entraînement est la forme de stimulation cérébrale qui demande le moins d'efforts. Quel est l'avenir de cette technologie d'après vous? Sera-t-elle un jour accessible à tous? Nous l'espérons, mais cela soulève évidemment quelques problèmes éthiques. Comme, est-il légitime que ceux qui sont déjà doués en maths s'en servent pour devenir encore meilleurs? Mais ce n'est pas gênant si on devient tous meilleurs en maths, si?
Tous les spécialistes de neuroéthique ne partagent pas ce point de vue. Mais dans la mesure où cette technologie ne présente aucun risque pour le cerveau, moi je pense qu'elle est promise à un bel avenir. Ce bonnet ouvre des perspectives tout à fait réjouissantes puisqu'il va améliorer vos performances mathématiques de 30%. Qui aimerait essayer? Qui aimerait le porter pendant le cours? Moi, madame. Oui? Oui, c'est pas gênant si t'es la seule à le porter? Ah non, si je suis la seule, je préfère pas. Ok, super. Tu le mettrais pendant l'épreuve de maths si tu étais la seule? Oui, si ça me permet d'être meilleure. Et en dehors de l'école? Oui, c'est trop cool comme accessoire. Bien. Trop cool. Il faudra encore attendre des années avant que cette technologie ne soit à notre disposition. Mais quand ce jour viendra, qu'elle permettra aux gens d'effectuer plus facilement certaines tâches mentales, il faudra être très vigilant sur les incidences éthiques qu'elle pourrait avoir. Mais ces nouvelles technologies définiront-elles vraiment la prochaine génération de génies scientifiques? Indépendamment des problèmes éthiques, je pense que d'ici 2020, nombre de ces technologies de stimulation du cerveau seront à notre disposition. L'amélioration de nos capacités intellectuelles grâce à ces nouvelles technologies sera-t-elle la prochaine étape de l'évolution humaine? Si elles nous semblent encore invasives aujourd'hui, elles seront devenues monnaie courante d'ici très peu de temps. Et tout comme la décennie à venir nous permettra d'augmenter la puissance du cerveau, nous découvrirons de nouveaux moyens pour rendre le corps plus fort, même quand les lésions semblent irréparables. Les médecins ont de tout temps cherché à réparer les lésions, fractures, détruire des carrières. En quoi la science peut-elle nous aider? Arati Prasad est allé à Boston enquêter sur une nouvelle technique de réparation des ligaments. Le hockey sur glace est l'un des sports les plus éprouvants sur le plan physique. Pour un grand nombre de ces joueurs, le rêve de devenir une star du hockey s'évanouira un jour en une fraction de seconde à cause d'une vilaine blessure. Et la rupture du ligament croisé antérieur du genou est une très vilaine blessure. Le traitement des ligaments est très difficile, d'autant que celui-ci est situé dans la profondeur de l'articulation du genou. Et ça ne concerne pas que les joueurs de hockey. C'est arrivé à Shira Lewis, une jeune gymnaste promise à un bel avenir. J'étais à l'entraînement. C'était 2 jours avant ma première rencontre de terminale. Je sortais de poutre. Je tournais encore quand je me suis réceptionnée et j'ai entendu un claquement. Le ligament qui permet les rotations du genou, le LCA, a été arraché de l'os. Shira comprend immédiatement les conséquences d'une telle blessure. C'était horrible. J'étais assise sur le tapis, j'ai regardé mon entraîneur et je lui ai dit « C'est fini, je ne suis plus gymnaste ». Avec la technologie dont nous disposons aujourd'hui, la seule solution est de retirer le ligament rompu et de le remplacer par un tendon de la jambe. Mais le succès de cette intervention est loin d'être garanti. Pour comprendre toutes les difficultés d'une telle reconstruction, j'ai rendez-vous avec Braden Fleming à l'université Brown, dans l'État de Rhode Island. C'est un genou de cochon. Ça, c'est ce qui correspond chez nous à l'os de la cuisse, et ça au tibia. Et entre les deux, vous avez le ligament croisé antérieur. Le LCA? Exactement. C'est du tissu fibreux composé principalement de collagène, l'un des matériaux les plus résistants du corps humain. Comment le déchire-t-on? Il faut beaucoup de force. Je peux vous montrer si vous voulez. Entrez. À ma grande surprise, le professeur Fleming fait venir des infirmiers à qui il propose une lutte à la corde avec le genou de cochon. Ils sont donc 4 à tirer sur ce petit ligament. Vous tirez vraiment? Oui. Oui. Ils sont tout rouges. Tirez! C'est incroyable. La force exercée sur le ligament est de 1500 newtons, soit 150 kilos. Et il ne cède toujours pas. Je ne pensais pas que le ligament résisterait. Je pensais qu'il se romprait beaucoup plus vite. Les ligaments sont très résistants, car les fibres de collagène qui les constituent s'entrecroisent. Comme une corde. Exactement, comme une corde.
Des chercheurs de l'hôpital pour enfants de Boston ont peut-être la solution. Je suis venue rencontrer une équipe de chercheurs dont la technique très innovante pourrait permettre de reconstruire les ligaments. Avec à la clé des interventions chirurgicales et un temps de rétablissement plus court, et une reprise de l'activité sportive plus rapide. Voici à quoi ressemble un ligament au microscope. En cas de rupture, les fibres se déchirent et s'effilochent. Et il est très difficile de suturer ces extrémités car la suture ne tient pas. Quand un ligament se déchire ailleurs que dans le genou, les extrémités saignent, le sang coagule et forme ce qu'on appelle un échafaudage. Or, le LCA se trouve à l'intérieur de l'articulation du genou qui est remplie de liquide. Et ce liquide empêche la formation de ces échafaudages. Les extrémités du ligament flottent dans le liquide et ne peuvent plus être reliées. Notre objectif est de créer un échafaudage pour relier les deux extrémités et permettre au ligament de se reconstruire. Et comment fabrique-t-on ces échafaudages? Voici la matrice extracellulaire du genou d'une vache, qui, une fois transformée, ressemble à ça. Elle est principalement composée de collagène et d'autres protéines qui facilitent la migration des cellules. On peut en mettre entre les deux extrémités rompues du ligament, l'hydrater du sang du patient, et elle restera à l'intérieur du genou. Elle ne sera pas dissoute par le liquide. Je vais bientôt savoir si ce biomatériau à base de collagène peut vraiment empêcher la dissolution d'un caillot de sang. En ajoutant du sang humain au matériau qui constitue l'échafaudage, on favorise la formation d'un gros caillot. Ça ressemble plus à un gel maintenant. Oui, ça se mélange mieux au sang. On le verse ensuite dans un moule et on remplit un deuxième moule avec juste du sang. Pour les faire coaguler, les deux échantillons sont portés à la température du corps humain. On va ajouter du liquide et voir comment les deux caillots réagissent. Ça, c'est le sang seul. Mais il avait coagulé? Oui. Il n'y a plus rien? Et là, c'est ce qui se passe avec l'échafaudage. Ça ne dissout pas l'échafaudage comme ça avait dissous le sang. Et vous en êtes où avec vos patients? Nous perfectionnons la technique chirurgicale pour pouvoir passer à la pratique. Les essais sont prometteurs. C'est une avancée considérable vers la reconstruction du ligament. Mais la technique est tellement nouvelle qu'elle n'est pas encore prête à être testée sur l'homme, ce qui est particulièrement frustrant pour les gens comme Shira, chez qui la plastie ligamentaire n'a pas donné les résultats espérés et qui ne pourra plus jamais faire de compétition. Je ne pourrai jamais revenir à mon niveau. Mon genou n'est pas stable. Il me fait mal si je fais un faux mouvement ou que je me réceptionne mal. Il me pose toujours un problème. Le docteur Murray et son équipe espèrent débuter les essais sur l'homme d'ici 3 à 5 ans. D'ici là, ils vont devoir continuer à tester cette technique régénérative sur les animaux, comme ils le font sur ce cochon. Ce que vous venez de poser va se biodégrader et sera remplacé par du ligament. Exactement. On pose l'échafaudage entre les deux extrémités rompues qui vont ainsi pouvoir pousser l'une vers l'autre. On peut s'attendre à voir des résultats au bout de combien de temps? Au bout de 2 semaines, ça ressemble à un gel, ce n'est pas très solide. Au bout de 6 semaines, c'est déjà plus fibreux. Il faut attendre une douzaine de semaines avant que ça ressemble à du ligament. On a fini. Ils vont refermer le genou. Quand le cochon sera réveillé, on le remettra dans son enclos et il remarchera d'ici 1 heure ou 2. Ce fabuleux tressage qui permet de tirer parti de nos puissants mécanismes de guérison et aux ligaments de se régénérer va véritablement transformer la plastie du genou. Ça, c'est une intervention qui permet de reconstruire le LCA. Mais peut-on envisager de l'appliquer à d'autres parties du corps? On devrait pouvoir utiliser cette technologie pour toutes les articulations et même pour traiter l'arthrite. Vous encouragez le corps à s'auto-guérir? Oui. Pour vous, c'est l'avenir de la médecine? Tout à fait. Le corps est un organisme fabuleux qui a évolué pour nous permettre de survivre et de rester en bonne santé. Tout ce que nous voulons, c'est corriger ce qui n'est pas parfait pour que les gens puissent vivre jusqu'à 105 ans. Rien qu'aux États-Unis, 400 000 personnes se déchirent un ligament croisé antérieur chaque année. D'ici 2018, certaines d'entre elles pourraient bénéficier de cette nouvelle technique. Mais ce n'est qu'un exemple des nombreuses avancées scientifiques permettant de stimuler les capacités d'auto-guérison du corps humain. Grâce à de nouvelles techniques médicales, nous pourrons un jour réparer toutes nos fractures, lésions et entorses en l'espace de quelques jours. Mais réparer n'est pas toujours la solution.
Certaines parties du corps devront être remplacées. Et le cyborg deviendra réalité. Un monde où nous pourrons nous redessiner sur nos ordinateurs portables. Les implants d'appareils électroniques et l'utilisation de prothèses synthétiques sont d'ores et déjà monnaie courante. Combien de temps encore avant que l'homme entièrement bionique ne devienne une réalité? Karine Bondar est allée enquêter pour nous à l'Institut de technologie du Massachusetts à Boston. Je ne vais pas tarder à découvrir que tous les membres ne sont pas égaux. Certains ont des pouvoirs surhumains. Hugh Herr est considéré comme l'un des chefs de file mondiaux dans le domaine de la prothèse orthopédique. Le chercheur collectionne les brevets, 14 à son actif, mais c'est aussi un visionnaire. On l'a surnommé le pape de l'ère bionique. Bienvenue dans le groupe de biomécatronique. Impressionnant. Ce que nous construisons ici sera un jour le premier laboratoire de recherche interdisciplinaire du mouvement humain. Cette science, qui s'appuie sur une compréhension approfondie du corps humain, est à la base de tout ce que nous concevons et construisons ici. De toute nos structures bioniques, tant au niveau matériel que logiciel. Par quoi commencez-vous exactement? Comment ça se passe? Nous avons des descriptions mathématiques du muscle, des tendons et de comment nous contrôlons nos muscles. Ce modèle nous indique comment le membre doit bouger, comme s'il était fait de chair et d'os. Je porte moi-même 2 jambes bioniques. J'ai eu 2 jambes amputées en 1982 suite à un accident d'alpinisme. Tenez, regardez. Cet accident a conduit Hugh à inventer des jambes bioniques plus puissantes que les jambes biologiques qu'ils avaient avant. Il lui a fallu plus de 2 décennies avant que ce rêve ne devienne réalité. Il y a dans cette coque un microprocesseur contenant un modèle mathématique. Il y a des capteurs logés dans la prothèse. Le microprocesseur reçoit les informations sensorielles des capteurs, les interprète et envoie des instructions au moteur de la prothèse pour générer le comportement adéquat en termes de raideur, de force, etc. Et bien qu'elle soit en matériaux synthétiques, fibres de carbone, silicone, titane, elle bouge comme si elle était faite de chair et d'os. Et celle-ci, c'est quoi? C'est un pied-cheville. Vous avez là un capteur de pression qui détecte le niveau de pression que j'exerce sur le membre bionique quand je marche, quand je bouge. Il y a un microprocesseur à l'intérieur qui est programmé pour reproduire le mouvement du muscle du mollet. Le muscle du mollet utilise une force de réaction positive au sol. Plus vous exercez de force sur le muscle du mollet pour marcher vite, plus la moelle épinière active ce muscle pour donner davantage d'énergie à votre corps. Et nous avons reproduit ce réflexe dans la structure bionique. Donc vous avez créé un mécanisme de réaction très similaire à ce qui se passe naturellement dans le corps. Tout à fait. Le membre bionique ne pourrait absolument pas fonctionner sans le corps humain. C'est l'interaction biomécatronique entre l'humain et le membre bionique qui complète la boucle qui va de la perception au calcul, puis à l'action. De l'autre côté du labo, le docteur Elliot Rouse travaille, lui, sur un genou bionique de conception très innovante. Donc ça, c'est votre genou biomécatronique. Le genou humain est une articulation extrêmement complexe. Par où commence-t-on pour dessiner une telle prothèse? Nous observons le mouvement du genou pendant la marche et nous essayons de le reproduire en termes d'amplitude de mouvement, mais aussi de couple ou de puissance. Quels sont les composants de votre genou bionique? Nous utilisons un moteur et un ressort.
Le moteur reproduit le muscle et le ressort le tendon, ce qui nous permet d'avoir une approche bio-inspirée très économe en énergie. Car l'un des défauts des prothèses robotisées, c'est justement qu'elles sont très gourmandes en énergie. Il faut de grosses batteries qui les rendent lourdes et encombrantes. L'intérêt ici, c'est que nous utilisons un embrayage qui permet de ne puiser de l'énergie de la batterie que lorsque c'est vraiment nécessaire. Très bien, on a compris le principe. Mais est-ce qu'on pourrait voir ce genou sur quelqu'un? Bien sûr. Super. Nous allons maintenant tester ce genou expérimental sur un patient. Bob Emerson a été amputé d'une jambe à l'âge de 9 ans suite à un accident de la route. Alors Bob, vous vous sentez comment avec? C'est plus facile à utiliser que votre prothèse? Très facile. J'ai l'impression de ne faire aucun effort. Qu'est-ce qui distingue cette technologie de toutes les autres prothèses disponibles? Ce genou apporte de l'énergie au cycle de marche, ce qui permet de monter un escalier pas à pas, chose qu'on ne peut pas faire avec une prothèse traditionnelle passive, où il faut tirer le membre appareillé sur la marche suivante. C'est ce qui fait toute la différence, ça. Ce principe actif qui apporte de l'énergie et permet à la personne de se déplacer plus facilement. Et ces prothèses seront disponibles quand, d'après vous? Sous réserve de la réussite des essais cliniques d'ici 3 à 5 ans. Mais l'objectif à court terme, c'est de l'équiper d'une interface directement reliée à son système nerveux pour que la personne puisse commander elle-même les mouvements de sa jambe, qu'elle ait envie de marcher ou de danser. Ce sera la prochaine étape et ce sera un sacré défi. Les mouvements contrôlés par le cerveau. Waouh! Quelle sera notre relation avec cette technologie d'ici une vingtaine d'années? Pouvons-nous augmenter les capacités du corps humain au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui? Aujourd'hui, mes membres ne font pas encore partie intégrante de mon anatomie. Le soir, par exemple, je les enlève avant d'aller me coucher. Ce ne sera plus le cas d'ici quelque temps. Ils s'inscriront comme un prolongement naturel de mon corps. Ils seront directement raccordés à mon squelette par une tige en titane et des implants neuronaux transmettront les impulsions électriques des parties biologiques aux parties synthétiques de mon corps. Et jusqu'où ira cette fusion entre l'homme et la machine? Grâce au progrès de la médecine régénérative, de la bionique, de la génétique, nous disposerons un jour de capacités augmentées, sur le plan physique, mais cognitif aussi. Nous penserons plus rapidement, plus intelligemment. Nous ressentirons plus profondément. Nous aurons une meilleure perception de notre réalité physique. Hugh Air a certainement raison. La biomécatronique aura un jour fait tellement de progrès qu'elle nous permettra d'être plus rapides, plus forts, et de vivre plus longtemps grâce à des appareillages en fibre de carbone équipés de puces en silicium qui remplaceront nos membres et organes déficients. Au-delà des problèmes éthiques qu'elle soulève lorsqu'il s'agit de remplacer des organes en bonne santé, la biomécatronique permettra peut-être un jour à des personnes considérées comme handicapées de bénéficier de pouvoirs surhumains. Mais la force et la vitesse ne sont que l'un des pans de cette évolution. La science a ouvert la voie au traitement de la cécité. Et une nouvelle interface nous permettra peut-être même de voir dans l'obscurité. La science a ouvert la voie au traitement de la cécité. Un défi qui jusqu'à présent relevait de l'impossible. L'œil est un organe d'une telle complexité qu'il ne peut être remplacé par une simple puce électronique reliée à une caméra. C'est pourtant bien ce qu'une chercheuse de New York semble avoir réussi à faire. Chris Elias Smith est allé enquêter pour nous. Le problème majeur est de comprendre le code qu'utilisent les yeux pour communiquer avec le cerveau. À New York, une chercheuse s'efforce de décrypter ce code et ses découvertes pourraient bien révolutionner l'interaction entre l'homme et la machine. Sheila Nirenberg est une neuroscientifique qui travaille sur la vision. Son domaine n'est pas très éloigné du mien. J'ai lu vos articles, vous faites un travail formidable. Merci. Je suis très impressionné. Je m'intéresse au cerveau en général car c'est l'organe le plus intéressant à mon sens. Nous essayons de comprendre comment les neurones communiquent entre eux, les différentes parties du cerveau entre elles et comment le cerveau communique avec les muscles. C'est toute cette problématique qui m'intéresse. J'ai donc commencé par la rétine et essayé de comprendre comment les neurones de la rétine transmettaient les informations visuelles au cerveau.
Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Une dizaine d'années, sur le codage neuronal principalement. Et depuis 2 ans, je travaille surtout sur les applications prothétiques. D'après ce que j'ai entendu dire des prothèses visuelles, elles ne sont pas encore vraiment au point. Oui, et la principale raison, c'est que les gens ont tendance à prendre l'œil pour une caméra. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous explique. Quand l'image entre, elle arrive sur la rétine. Jusque-là, c'est comme une caméra. Mais après, il y a tout le circuit rétinal qui traite cette information. Il l'extrait, il la convertit en code sous forme d'impulsions électriques qui sont envoyées au cerveau. Donc, pour pouvoir faire une prothèse qui restaure la vision, il faut être capable de transmettre ces signaux en utilisant le même code que celui utilisé par la rétine. Et ce que nous avons fait de manière abstraite en utilisant les maths, c'est reproduire ce processus de compression des données. Tout repose sur cette relation très complexe entre l'œil et le cerveau. Et construire une machine capable de reproduire cette relation n'est pas une mince affaire. Les photorécepteurs de la rétine ne sont pas uniformément répartis. Ils captent plus de détails et de couleurs au centre, et on a même une tache aveugle dont on ne se rend pas compte, car le cerveau se charge de reconstituer l'image. Voilà pourquoi ce code est si difficile à déchiffrer. Et c'est justement ce que Sheila et son équipe pensent avoir réussi à faire. Vous avez une caméra qui recueille les informations lumineuses, comme le fait le centre de l'œil, et elles sont ensuite transmises à ce morceau de silicium qui exécute l'équation, le code en fait. Mais comment exploitez-vous ça pour venir en aide aux malvoyants? Ça, c'est l'excitation de référence des neurones. Le vert, là. Oui. Maintenant, si je glisse la main à cet endroit-là, la forme qui apparaît est reconnue par le cerveau comme étant une main. Et si je la bouge, le cerveau reconnaît les doigts d'une main en train de remuer. Ça, c'est ce qui serait projeté à l'arrière de l'œil? Exactement. La prothèse est capable de traiter les informations comme le fait une rétine normale. Grâce au code que vous avez déchiffré, aux équations. Tout à fait. L'image passe au travers d'un système d'équations et ressort sous forme d'impulsions lumineuses, comme au travers d'une rétine normale. Et vous utilisez les cellules rétiniennes restantes pour assurer la transduction du message? On contourne les cellules endommagées et on stimule celles qui restent pour qu'elles continuent à transmettre un message normal au cerveau. Et vous les contournez comment? On injecte une protéine dans l'œil du patient, une molécule optogénique qui répond aux signaux de l'appareil. Les informations sont transmises au cerveau via une connexion sans fil. La vision sans fil en quelque sorte. Oui. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de chirurgie implantatoire, puisque la puce que je vous montrais tout à l'heure est externe. Elle est logée dans les lunettes. Le travail actuel porte sur la miniaturisation de cette puce. On espère pouvoir arriver un jour à des lunettes aussi cool que celles de Geordi dans Star Trek. Mais pour l'instant, malheureusement, elles ressemblent surtout à des lunettes de ski. Quand les malvoyants commenceront à se voir, ils auront sûrement envie de lunettes plus chic. Oui, tant qu'à faire, autant être chic. Et il faudra combien de temps avant que ces lunettes soient disponibles? On constitue le dossier pour les organismes de réglementation gouvernementaux et les tests d'innocuité. J'espère qu'on pourra lancer les premiers essais cliniques d'ici 2 ans. Les essais devraient être en cours en 2016 et les participants auront peut-être déjà commencé à recouvrer la vue. Quelles sont les autres applications possibles? Comme c'est une puce, elle peut nous permettre de donner aux patients des informations visuelles auxquelles on n'a pas accès normalement, comme l'abeille qui est sensible à l'ultraviolet ou le serpent aux infrarouges, oui. Ou encore la vision de nuit ou une plus grande sensibilité. Je suis très impressionné par les travaux de Sheila, c'est vraiment intéressant. Et c'est génial qu'elle ait pu nous expliquer comment l'image qui arrive sur la rétine est transformée en signaux envoyés au cerveau. Se dire qu'un jour, des millions de personnes verront à nouveau ou auront une vision tellement performante qu'un objet comme ça sera superflu, moi je trouve ça dingue. Au fur et à mesure des découvertes qu'on fera sur ce code, je suis sûr qu'un jour, on parviendra à un niveau d'interaction entre le cerveau et la machine inimaginable aujourd'hui. Chris a raison. L'approfondissement de notre connaissance du fonctionnement du cerveau est véritablement l'avenir de la biomécatronique. Domaine qui connaîtra des avancées considérables au cours des 10 ans à venir. Mais pour certains, la science devrait d'abord, avant de chercher à faire de nous des cyborgs, se préoccuper d'optimiser les capacités naturelles du corps humain. La mission de ce groupe de recherche de l'armée américaine est d'améliorer les performances des soldats sur le terrain et de leur fournir un équipement susceptible de leur donner l'avantage. Chaque corps humain est différent.
Il semble donc étrange que la recherche se soit jusqu'à présent aussi peu intéressée à l'optimisation des forces de chacun. Et c'est particulièrement vrai dans l'armée, où le moindre écart de performance peut être déterminant. Daniel Kraft est allé enquêter pour nous dans le Massachusetts. Ceux qui ont fait l'armée le savent, c'est déjà pas drôle de se retrouver en zone de combat, alors si en plus il faut braver les éléments, je viens d'arriver et je suis déjà trempé jusqu'aux os. L'horreur. La seule bonne chose dans tout ça, c'est que c'est pas pour de vrai. C'est bon les gars, ça suffit. Je suis dans le tunnel climatique d'un centre de recherche de l'armée américaine à Natick, dans le Massachusetts, où l'on conçoit, développe et teste ce qui se fait de mieux en matière d'équipement militaire individuel. Avec son débit supérieur à 3 cm de précipitation par heure, ce tunnel climatique peut reproduire des pluies torrentielles. Chaque année, des soldats se soumettent à des tests d'une durée d'1 mois dans les conditions climatiques les plus extrêmes que le monde puisse offrir. La pluie, la chaleur, le froid. On a une chambre tropicale et une chambre arctique. Dans la chambre tropicale, on peut recréer des températures allant jusqu'à 60 degrés. Et dans la chambre arctique, on peut descendre jusqu'à moins 21 degrés. L'intérêt de ces chambres, c'est qu'elles permettent de mesurer comment chacun réagit à ces conditions et d'envoyer ces données aux ingénieurs qui conçoivent l'équipement dont ces hommes et ces femmes ont besoin sur le terrain. Et on peut faire tout ça sous le même toit. Ici. Vous allez d'abord enfiler l'équipement militaire de dotation pour vous faire une idée de ce que peut vivre un soldat en opération. Ça marche. C'est une version beaucoup plus légère que ce que porte habituellement un soldat en opération. Ok. On va vous emmener en chambre tropicale et vous mettre à l'entraînement sur le tapis roulant. Il fait chaud et je trouve ça déjà lourd. Il fait vraiment une chaleur tropicale. Il fait entre 41 et 42 degrés et l'humidité relative est de 45% à peu près. Ce sont des conditions réalistes ? Pour les conditions climatiques, oui. Mais pour ce qui est de l'équipement, il est beaucoup plus léger que l'équipement standard. Léger, vous trouvez ? Et on va pas me tirer dessus. Je porte un équipement d'une 40aine de kilos, ce qui apparemment est beaucoup plus léger que la normale. Et c'est parti pour la balade. Gauche, droite, gauche. L'objectif est de suivre l'évolution de mes paramètres physiologiques pour voir s'il y a moyen d'améliorer mes performances dans cet environnement hostile. Les projecteurs reproduisent la lumière naturelle du soleil et le tapis roulant simule le niveau d'endurance nécessaire pour chaque exercice donné. On va accélérer un peu. Ah oui, d'accord. Vous pouvez pas faire mieux ? Ok, on va monter d'un cran. Ça va ? On est bientôt arrivé ? J'ai l'impression qu'on arrive. On y est presque. C'est bon, ça devrait suffire. Ok, je descends. L'ordinateur mesure la rotation de mes chevilles, de mes genoux et de mes hanches, ainsi que la quantité d'oxygène que j'inhale et le CO2 que je rejette. Le sergent Adams compare mes résultats à ceux d'autres soldats. Une base de données calcule la moyenne de ces résultats et il en ressort que je serais beaucoup plus performant si la charge que je portais était répartie différemment. Je vais passer dans un autre laboratoire pour voir si on peut résoudre le problème. Ici, on peut en rire, mais sur le terrain, c'est une question de vie ou de mort. Un centre de recherche de l'armée américaine étudie les capacités de port de charge du corps humain et comment adapter l'équipement à la morphologie des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain pour qu'ils fatiguent moins vite et courent moins de risques. Des recherches qui pourraient ouvrir la voie à de nouvelles avancées dans l'augmentation des performances physiques de l'homme de demain.
Bienvenue au Centre de biomécanique militaire. Nous menons des projets de recherche fondamentale et appliquée pour évaluer les performances du combattant et concevoir des produits adaptés à ses besoins. Moi, je travaille sur l'optimisation du port de charge pour qu'il soit physiquement plus performant sur le terrain. Je sais déjà qu'il va falloir revoir la répartition des charges de mon équipement et l'adapter à ma morphologie. Mais pour faire ces petits ajustements, il faut d'abord savoir comment je marche. Et ça se fait avec un système de capture de mouvement. On passe son temps à se changer ici. C'est vrai. Vous allez d'abord vous asseoir ici pour que je puisse poser les marqueurs. Comment la caméra réagit-elle à ces marqueurs? Si vous regardez cette caméra, là, vous remarquerez qu'autour de l'objectif, il y a un cercle blanc qui émet un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est réfléchi par les marqueurs, dont la surface est composée d'une matière réfléchissante, puis renvoyée à la caméra. Vous allez enfiler l'équipement et faire quelques mouvements. Je suis prêt. C'est beaucoup plus léger. On va commencer par tester votre capacité d'accélération avec la charge. Ok. Vous allez marcher, et quand vous aurez posé le pied droit sur cette marque, là, vous vous mettrez à courir. D'accord. Partez. C'est bien. Ce qu'on vient de capturer là, c'est votre transition marche-course qui va nous aider à comprendre comment la répartition des charges freine votre capacité d'accélération quand vous passez de la marche à la course. Là, vous commencez à marcher. Le orange, c'est votre pied droit. Là, vous le posez au sol et vous vous mettez à courir. Et vous mesurez cette force? Oui. Vous avez vu le trait rouge? Oui. C'est le vecteur force qui matérialise la force d'appui du pied au sol. C'est génial. Maintenant, on va vous rajouter 20 kilos. Et pareil, je vais courir avec. J'ai toujours les marqueurs. Allez, c'est parti. Prêt? Oui, Partez. d'accord. Super. Continuez et revenez. Ça va entraîner quoi comme différence, les 20 kilos en plus? Vous allez vous pencher davantage vers l'avant, plier un peu plus le tronc. Vous aurez une flexion de la hanche et du genou plus importante. Vous aurez tendance à baisser votre centre de gravité pour gagner en stabilité, car le poids vous déséquilibre. Et les applications, c'est pour quand d'après vous? D'ici 1 an ou 2, on mesurera mieux la cinématique des articulations, l'inclinaison du tronc, et on aura un appareil prêt à porter pour le terrain. Les tests de Tyler me montrent précisément en quoi mes performances physiques diffèrent de celles d'autres sujets. Et c'est en étudiant comment mes performances varient en fonction des différentes répartitions de charge que Tyler peut saisir de nouvelles données et adapter la charge à ma morphologie. Le centre a fait passer ces tests à des milliers de personnes pour créer le profil du soldat idéal, qui décidément ne correspond pas au mien. Vous voulez essayer l'équipement lourd maintenant? C'est pas celui que je porte? Suivez-moi. Ça promet. Et ces recherches ont des applications civiles. On assiste depuis peu à la montée en puissance des appareils de mesure des paramètres physiologiques qui permettent de personnaliser les programmes d'entraînement et d'améliorer les performances physiques des sportifs. Des millions de personnes les ont déjà adoptés. Et franchement, si ces petits ajustements peuvent me permettre de courir plus vite, grimper plus haut, bref, d'être plus performant, moi je suis partant. Ma dernière visite sera pour l'ingénieur qui, à partir de toutes ces données, conçoit l'équipement idéal. Nous concevons toutes les structures de port de charge qui équipent le combattant moderne. Voici notre dernier sac à dos, le Mollet Medium System. Il est constitué d'une structure ergonomique rigide qui soutient le torse du soldat, que celui-ci porte un gilet pare-balles ou non. Et il est équipé d'un système de fixation qui offre une modularité maximale. Et quelle sera la prochaine étape? Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Le principal problème de l'équipement individuel, c'est la répartition du poids des munitions, des armes et du reste du pactage. Mais je pense que dans les 5 ans à venir, on aura résolu le problème et mis au point un système plus unifié, plus homogène.
D'ici 2018, les chercheurs et concepteurs de Natic devraient pouvoir offrir à une nouvelle génération de soldats un équipement plus léger, plus compact et plus sûr. En réunissant ces recherches sur les performances humaines et la conception d'équipements mieux adaptés aux besoins de ces soldats, sont souvent la somme de petites améliorations réalisées dans divers domaines. Les applications civiles de ce programme sont nombreuses et très étendues. Mieux nous comprendrons le corps humain, plus les chercheurs seront en mesure de concevoir les technologies qui nous permettront de nous adapter à un monde qui change. Il est clair que l'homme continuera à se perfectionner et à augmenter ses capacités grâce à la technologie. Mais on peut imaginer plus radical encore. Un monde où l'homme remplacera des parties de son corps en parfait état de marche par des membres et des organes artificiels plus performants, des jambes et des yeux bioniques, des cerveaux aux capacités augmentées, des équipements qui nous donneront des forces surhumaines. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà là et le sera plus encore demain. Je vous remercie de votre attention. série, 5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite. Nous vivrons plus longtemps. Nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Et plus rapide. Je suis dans le département de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford pour voir où en sont les dernières recherches sur l'amélioration des performances cérébrales. Cela fait 10 ans que ces chercheurs travaillent sur l'utilisation du courant électrique pour stimuler et améliorer les fonctions cérébrales. Le neurologue en charge de ce programme s'appelle Roy Cohen-Kadosh. Nous travaillons sur l'une des formes les plus évoluées de l'intelligence humaine, l'aptitude aux mathématiques. Nous stimulons certaines régions du cerveau impliquées dans les performances mathématiques pour vous rendre meilleur en maths. Au tout début du projet, Roy et ses collègues se sont appliqués à identifier les parties du cerveau qui entraient en activité pour une tâche donnée. En envoyant une petite impulsion électrique à une région précise du cerveau, on peut voir quelles sont les fonctions qui réagissent. Première impulsion. C'est trop bizarre. Une autre. Stephen Hawking, et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Dans cette série, 5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite. Nous vivrons plus longtemps. Nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur.
Nous abordons une ère nouvelle, où la technologie sera intégrée à la nature humaine. Une ère où nous ne parviendrons plus à distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. La fusion entre l'homme et la machine est inéluctable. Le processus est en marche et redéfinit déjà le sens même que nous donnons à l'humanité. Le cerveau humain est un organe extrêmement complexe qui compte plus de 85 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Ces neurones communiquent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Les scientifiques savent depuis longtemps qu'on peut stimuler le cerveau à l'aide d'un faible courant électrique. Mais une équipe de chercheurs va plus loin et pense pouvoir utiliser l'électricité pour nous rendre plus intelligents. Jim Al-Khalili est allé à Oxford pour enquêter sur cette affirmation pour le moins audacieuse. Nous savons tous qu'à force d'exercice, nous pouvons sculpter notre corps pour le rendre plus fort, plus rapide et plus performant. Il n'existe malheureusement pas de pilule ou de recette miracle pour obtenir un corps parfait. Nous savons que cela prendra du temps et beaucoup d'efforts. Mais qu'en est-il de notre cerveau? Pouvons-nous le muscler lui aussi pour le rendre plus fort? Abordons une ère nouvelle, où la technologie sera intégrée à la nature humaine. Une ère où nous ne parviendrons plus à distinguer ce qui est humain de ce qui ne l'est pas. La fusion entre l'homme et la machine est inéluctable. Le processus est en marche et redéfinit déjà le sens même que nous donnons à l'humanité. Le cerveau humain est un organe extrêmement complexe qui compte plus de 85 milliards de cellules nerveuses ou neurones. Ces neurones communiquent entre eux par des signaux chimiques et électriques. Les scientifiques savent depuis longtemps qu'on peut stimuler le cerveau à l'aide d'un faible courant électrique. Mais une équipe de chercheurs va plus loin et pense pouvoir utiliser l'électricité pour nous rendre plus intelligents. Jim Al-Khalili est allé à Oxford pour enquêter sur cette affirmation. La science va bientôt vous changer la vie. Mathématiques, alors que j'ai vraiment peur des maths. Hannah, vous avez obtenu quelques centièmes de points de plus à un des tests. Je pense qu'avec plusieurs séances de stimulation, le résultat serait plus probant. Intéressant. Sinon, les résultats sont sensiblement les mêmes. Jim, vous avez progressé de quelques centièmes de points. L'entraînement est la forme de stimulation cérébrale qui demande le moins d'efforts. Quel est l'avenir de cette technologie d'après vous? Sera-t-elle un jour accessible à tous? Nous l'espérons, mais cela soulève évidemment quelques problèmes éthiques. Comme, est-il légitime que ceux qui sont déjà doués en maths s'en servent pour devenir encore meilleurs? Mais ce n'est pas gênant si on devient tous meilleurs en maths, si? Tous les spécialistes de neuroéthique ne partagent pas ce point de vue. Mais dans la mesure où cette technologie ne présente aucun risque pour le cerveau, moi je pense qu'elle est promise à un bel avenir. Ce bonnet ouvre des perspectives tout à fait réjouissantes puisqu'il va améliorer vos performances mathématiques de 30%. Qui aimerait essayer? Qui aimerait le porter pendant le cours? Moi, madame. Oui? Oui, c'est pas gênant si t'es la seule à le porter? Ah non, si je suis la seule, je préfère pas. Ok, super. Tu le mettrais pendant l'épreuve de maths si tu étais la seule? Oui, si ça me permet d'être meilleure. Et en dehors de l'école? Oui, c'est trop cool comme accessoire. Bien. Trop cool. Il faudra encore attendre des années avant que cette technologie ne soit à notre disposition. Mais quand ce jour viendra, qu'elle permettra aux gens d'effectuer plus facilement certaines tâches mentales, il faudra être très vigilant sur les incidences éthiques qu'elle pourrait avoir. Mais ces nouvelles technologies définiront-elles vraiment la prochaine génération de génies scientifiques? Indépendamment des problèmes éthiques, je pense que d'ici 2020, nombre de ces technologies de stimulation du cerveau seront à notre disposition.
L'amélioration de nos capacités intellectuelles grâce à ces nouvelles technologies sera-t-elle la prochaine étape de l'évolution humaine? Si elles nous semblent encore invasives aujourd'hui, elles seront devenues monnaie courante d'ici très peu de temps. Et tout comme la décennie à venir nous permettra d'augmenter la puissance du cerveau, nous découvrirons de nouveaux moyens pour rendre le corps plus fort, même quand les... Ou auront une vision tellement performante qu'un objet comme ça sera superflu, moi je trouve ça dingue. Au fur et à mesure des découvertes qu'on fera sur ce code, je suis sûr qu'un jour, on parviendra à un niveau d'interaction entre le cerveau et la machine inimaginable aujourd'hui. Chris a raison. L'approfondissement de notre connaissance du fonctionnement du cerveau est véritablement l'avenir de la biomécatronique, domaine qui connaîtra des avancées considérables au cours des 10 ans à venir. Mais pour certains, la science devrait d'abord, avant de chercher à faire de nous des cyborgs, se préoccuper d'optimiser les capacités naturelles du corps humain. La mission de ce groupe de recherche de l'armée américaine est d'améliorer les performances des soldats sur le terrain et de leur fournir un équipement susceptible de leur donner l'avantage. Chaque corps humain est différent. Il semble donc étrange que la recherche se soit jusqu'à présent aussi peu intéressée à l'optimisation des forces de chacun. Et c'est particulièrement vrai dans l'armée, où le moindre écart de performance peut être déterminant. Daniel Kraft est allé enquêter pour nous dans le Massachusetts. Ceux qui ont fait l'armée le savent, c'est déjà pas drôle de se retrouver en zone de combat, alors si en plus il faut braver les éléments, je viens d'arriver et je suis déjà trempé jusqu'aux os. L'horreur. La seule bonne chose dans tout ça, c'est que c'est pas pour de vrai. C'est bon les gars, ça suffit. Je suis dans le tunnel climatique d'un centre de recherche de l'armée américaine à Natick, dans le Massachusetts, où l'on conçoit, développe et teste ce qui se fait de mieux en matière d'équipement militaire individuel. Avec son débit supérieur à 3 cm de précipitation par heure, ce tunnel climatique peut reproduire des pluies torrentielles. Chaque année, des soldats se soumettent à des tests d'une durée d'1 mois dans les conditions climatiques les plus extrêmes que le monde puisse offrir. La pluie, la chaleur, le froid. On a une chambre tropicale et une chambre arctique. Dans la chambre tropicale, on peut recréer des températures allant jusqu'à 60 degrés. Et dans la chambre arctique, on peut descendre jusqu'à moins 21 degrés. L'intérêt de ces chambres, c'est qu'elles permettent de mesurer comment chacun réagit à ces conditions et d'envoyer ces données aux ingénieurs qui conçoivent l'équipement dont ces hommes et ces femmes ont besoin sur le terrain. Et on peut faire tout ça sous le même toit. Ici. Vous allez d'abord enfiler l'équipement militaire de dotation pour vous faire une idée de ce que peut vivre un soldat en opération. Ça marche. C'est une version beaucoup plus légère que ce que porte habituellement un soldat en opération. Ok. Sur le terrain. Je sais déjà qu'il va falloir revoir la répartition des charges de mon équipement et l'adapter à ma morphologie. Mais pour faire ces petits ajustements, il faut d'abord savoir comment je marche. Et ça se fait avec un système de capture de mouvement. On passe son temps à se changer ici. C'est vrai. Vous allez d'abord vous asseoir ici pour que je puisse poser les marqueurs. Comment la caméra réagit-elle à ces marqueurs? Si vous regardez cette caméra, là, vous remarquerez qu'autour de l'objectif, il y a un cercle blanc qui émet un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est réfléchi par les marqueurs, dont la surface est composée d'une matière réfléchissante, puis renvoyée à la caméra. Vous allez enfiler l'équipement et faire quelques mouvements. Je suis prêt. C'est beaucoup plus léger. On va commencer par tester votre capacité d'accélération avec la charge. Ok. Vous allez marcher, et quand vous aurez posé le pied droit sur cette marque, là, vous vous mettrez à courir. D'accord. Partez. C'est bien.
Ce qu'on vient de capturer là, c'est votre transition marche-course qui va nous aider à comprendre comment la répartition des charges freine votre capacité d'accélération quand vous passez de la marche à la course. Là, vous commencez à marcher. Le orange, c'est votre pied droit. Là, vous le posez au sol et vous vous mettez à courir. Et vous mesurez cette force. Oui. Vous avez vu le trait rouge? Oui. C'est le vecteur force qui matérialise la force d'appui du pied au sol. C'est génial. Maintenant, on va vous rajouter 20 kilos. Et pareil, je vais courir avec. J'ai toujours les marqueurs. Allez, c'est parti. Prêt? Oui, Partez. d'accord. Super. Continuez et revenez. Ça va entraîner quoi comme différence, les 20 kilos en plus? Vous allez vous pencher davantage vers l'avant, plier un peu plus le tronc. Vous aurez une flexion de la hanche et du genou plus importante. Vous aurez tendance à baisser votre centre de gravité pour gagner en stabilité, car le poids vous déséquilibre. Et les applications, c'est pour quand d'après vous? D'ici 1 an ou 2, on mesurera mieux la cinématique des articulations, l'inclinaison du tronc, et on aura un appareil prêt à porter pour le terrain. Les tests de Tyler me montrent précisément en quoi mes performances physiques diffèrent de celles d'autres sujets. Et c'est en étudiant comment mes performances varient en fonction des différentes répartitions. Il a fallu plus de 2 décennies avant que ce rêve ne devienne réalité. Il y a dans cette coque un microprocesseur contenant un modèle mathématique. Il y a des capteurs logés dans la prothèse. Le microprocesseur reçoit les informations sensorielles des capteurs, les interprète et envoie des instructions au moteur de la prothèse pour générer le comportement adéquat en termes de raideur, de force, etc. Et bien qu'elle soit en matériaux synthétiques, fibres de carbone, silicone, titane, elle bouge comme si elle était faite de chair et d'os. Et celle-ci, c'est quoi? C'est un pied-cheville. Vous avez là un capteur de pression qui détecte le niveau de pression que j'exerce sur le membre bionique quand je marche, quand je bouge. Il y a un microprocesseur à l'intérieur qui est programmé pour reproduire le mouvement du muscle du mollet. Le muscle du mollet utilise une force de réaction positive au sol. Plus vous exercez de force sur le muscle du mollet pour marcher vite, plus la moelle épinière active ce muscle pour donner davantage d'énergie à votre corps. Et nous avons reproduit ce réflexe dans la structure bionique. Donc vous avez créé un mécanisme de réaction très similaire à ce qui se passe naturellement dans le corps. Tout à fait. Le membre bionique ne pourrait absolument pas fonctionner sans le corps humain. C'est l'interaction biomécatronique entre l'humain et le membre bionique qui complète la boucle qui va de la perception au calcul, puis à l'action. De l'autre côté du labo, le docteur Elliot Rouse travaille, lui, sur un genou bionique de conception très innovante. Donc ça, c'est votre genou biomécatronique. Le genou humain est une articulation extrêmement complexe. Par où commence-t-on pour dessiner une telle prothèse? Nous observons le mouvement du genou pendant la marche et nous essayons de le reproduire en termes d'amplitude de mouvement, mais aussi de couple ou de puissance. Quels sont les composants de votre genou bionique? Nous utilisons un moteur et un ressort. Le moteur reproduit le muscle et le ressort le tendon, ce qui nous permet d'avoir une approche bio-inspirée très économe en énergie. Car l'un des défauts des prothèses robotisées, c'est justement qu'elles sont très gourmandes en énergie. Il faut de grosses batteries qui les rendent lourdes.
5 éminents scientifiques se penchent sur des innovations révolutionnaires. C'est stupéfiant. Les ondes de choc du progrès se rapprochent de nous. Nos vies seront plus sûres, plus ludiques. Nous nous rencontrerons plus vite. Nous vivrons plus longtemps. Nous deviendrons plus clairvoyants et plus intelligents. Grâce à ces nouvelles technologies, tout ou presque deviendra possible. Bienvenue dans la science du futur. Et plus rapide. Je suis dans le département de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford pour voir où en sont les dernières recherches sur l'amélioration des performances cérébrales. Cela fait 10 ans que ces chercheurs travaillent sur l'utilisation du courant électrique pour stimuler et améliorer les fonctions cérébrales. Le neurologue en charge de ce programme s'appelle Roy Cohen-Kadosh. Nous travaillons sur l'une des formes les plus évoluées de l'intelligence humaine, l'aptitude aux mathématiques. Nous stimulons certaines régions du cerveau impliquées dans les performances mathématiques pour vous rendre meilleur en maths. Au tout début du projet, Roy et ses collègues se sont appliqués à identifier les parties du cerveau qui entraient en activité pour une tâche donnée. En envoyant une petite impulsion électrique à une région précise du cerveau, on peut voir quelles sont les fonctions qui réagissent. Première impulsion. C'est trop bizarre. Une autre. Stephen Hawking, et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Sur le terrain. Je sais déjà qu'il va falloir revoir la répartition des charges de mon équipement et l'adapter à ma morphologie. Mais pour faire ces petits ajustements, il faut d'abord savoir comment je marche. Et ça se fait avec un système de capture de mouvement. On passe son temps à se changer ici. C'est vrai. Vous allez d'abord vous asseoir ici pour que je puisse poser les marqueurs. Comment la caméra réagit-elle à ces marqueurs? Si vous regardez cette caméra, là, vous remarquerez qu'autour de l'objectif, il y a un cercle blanc qui émet un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est réfléchi par les marqueurs, dont la surface est composée d'une matière réfléchissante, puis renvoyée à la caméra. Vous allez enfiler l'équipement et faire quelques mouvements. Je suis prêt. C'est beaucoup plus léger. On va commencer par tester votre capacité d'accélération avec la charge. Ok. Vous allez marcher, et quand vous aurez posé le pied droit sur cette marque, là, vous vous mettrez à courir. D'accord. Partez. C'est bien. Ce qu'on vient de capturer là, c'est votre transition marche-course qui va nous aider à comprendre comment la répartition des charges freine votre capacité d'accélération quand vous passez de la marche à la course. Là, vous commencez à marcher. Le orange, c'est votre pied droit. Là, vous le posez au sol et vous vous mettez à courir. Et vous mesurez cette force? Oui. Vous avez vu le trait rouge? Oui. C'est le vecteur force qui matérialise la force d'appui du pied au sol. C'est génial. Maintenant, on va vous rajouter 20 kilos. Et pareil, je vais courir avec. J'ai toujours les marqueurs. Allez, c'est parti. Prêt? Oui, Partez. d'accord. Super. Continuez et revenez. Ça va entraîner quoi comme différence, les 20 kilos en plus? Vous allez vous pencher davantage vers l'avant, plier un peu plus le tronc. Vous aurez une flexion de la hanche et du genou plus importante. Vous aurez tendance à baisser votre centre de gravité pour gagner en stabilité, car le poids vous déséquilibre. Et les applications, c'est pour quand d'après vous? D'ici 1 an ou 2, on mesurera mieux la cinématique des articulations, l'inclinaison du tronc, et on aura un appareil prêt à porter pour le terrain.
Les tests de Tyler me montrent précisément en quoi mes performances physiques diffèrent de celles d'autres sujets. Et c'est en étudiant comment mes performances varient en fonction des différentes répartitions. Cette information, il l'extrait, il la convertit en code sous forme d'impulsions électriques qui sont envoyées au cerveau. Donc pour pouvoir faire une prothèse qui restaure la vision, il faut être capable de transmettre ces signaux en utilisant le même code que celui utilisé par la rétine. Et ce que nous avons fait de manière abstraite en utilisant les maths, c'est reproduire ce processus de compression des données. Tout repose sur cette relation très complexe entre l'œil et le cerveau. Et construire une machine capable de reproduire cette relation n'est pas une mince affaire. Les photorécepteurs de la rétine ne sont pas uniformément répartis. Ils captent plus de détails et de couleurs au centre, et on a même une tache aveugle dont on ne se rend pas compte, car le cerveau se charge de reconstituer l'image. Voilà pourquoi ce code est si difficile à déchiffrer. Et c'est justement ce que Sheila et son équipe pensent avoir réussi à faire. Vous avez une caméra qui recueille les informations lumineuses, comme le fait le centre de l'œil, et elles sont ensuite transmises à ce morceau de silicium qui exécute l'équation, le code en fait. Mais comment exploitez-vous ça pour venir en aide aux malvoyants? Ça, c'est l'excitation de référence des neurones. Le vert, là. Oui. Maintenant, si je glisse la main à cet endroit-là, la forme qui apparaît est reconnue par le cerveau comme étant une main. Et si je la bouge, le cerveau reconnaît les doigts d'une main en train de remuer. Ça, c'est ce qui serait projeté à l'arrière de l'œil? Exactement. La prothèse est capable de traiter les informations comme le fait une rétine normale. Grâce au code que vous avez déchiffré, aux équations. Tout à fait. L'image passe au travers d'un système d'équations et ressort sous forme d'impulsions lumineuses, comme au travers d'une rétine normale. Et vous utilisez les cellules rétiniennes restantes pour assurer la transduction du message? On contourne les cellules endommagées et on stimule celles qui restent pour qu'elles continuent à transmettre un message normal au cerveau. Et vous les contournez comment? On injecte une protéine dans l'œil du patient, une molécule optogénique qui répond aux signaux de l'appareil. Les informations sont transmises au cerveau via une connexion sans fil. La vision sans fil en quelque sorte. Oui. Et le plus important, c'est qu'il n'y a pas besoin de chirurgie implantatoire, puisque la puce que je vous montrais tout à l'heure est externe. Elle est logée dans les lunettes. Le travail actuel porte sur la miniaturisation de cette puce. On espère pouvoir arriver un jour à des lunettes aussi cool que celles de Geordi dans Star Trek. Mais pour l'instant, malheureusement, elles ressemblent surtout à des lunettes de ski. Quand les malvoyants commenceront à se voir, ils auront sûrement envie de lunettes plus chic. Oui, tant qu'à faire, autant être chic. Et il faudra combien de temps avant que ces lunettes soient disponibles? On constitue le dossier pour les organismes de réglementation gouvernementaux et les tests d'innocuité. J'espère qu'on pourra lancer les premiers essais cliniques d'ici 2 ans. Les essais devraient être en cours en 2016 et les participants auront peut-être déjà commencé à recouvrer la vue. Quelles sont les autres applications possibles? Je suis dans le département de psychologie expérimentale de l'Université d'Oxford pour voir où en sont les dernières recherches sur l'amélioration des performances cérébrales. Cela fait 10 ans que ces chercheurs travaillent sur l'utilisation du courant électrique pour stimuler et améliorer les fonctions cérébrales. Le neurologue en charge de ce programme s'appelle Roy Cohen-Kadosh. Nous travaillons sur l'une des formes les plus évoluées de l'intelligence humaine, l'aptitude aux mathématiques. Nous stimulons certaines régions du cerveau impliquées dans les performances mathématiques pour vous rendre meilleur en maths. Au tout début du projet, Roy et ses collègues se sont appliqués à identifier les parties du cerveau qui entraient en activité pour une tâche donnée. En envoyant une petite impulsion électrique à une région précise du cerveau, on peut voir quelles sont les fonctions qui réagissent. Première impulsion. C'est trop bizarre. Une autre. Tereka est en train de stimuler votre cortex moteur gauche et en faisant ça, vos neurones vont déclencher une réponse motrice de votre main droite. Je sens un clic sur mon crâne à gauche, puis une contraction très localisée au niveau de la main droite. Ça ne me fait pas sursauter, sinon ce sont mes 2 mains qui se contracteraient. Au cours de leurs expérimentations, Roy et ses collègues ont soumis les différents lobes du cerveau à ces impulsions électriques. C'est cette technique que vous avez utilisée pour localiser les régions du cerveau impliquées dans les mathématiques? Exactement. Et si on peut améliorer les fonctions associées à cette région ou à d'autres régions impliquées dans les mathématiques, on peut rendre les gens meilleurs en maths.
Une fois les différentes fonctions du cerveau localisées, les chercheurs ont mis au point un système permettant d'accélérer la transmission des informations dans les régions impliquées. Des électrodes posées sur la tête leur envoyant directement un courant électrique alors qu'elles sont déjà occupées à résoudre un problème. On a imaginé un jeu où les gens doivent résoudre des problèmes mathématiques qui entraînent l'activation de certaines régions du cerveau. Et nous stimulons ces régions pendant le jeu. On fait les exercices avec ce bonnet sur la tête? Exactement, pendant que le cerveau est stimulé. Et qu'avez-vous découvert? On a découvert qu'en stimulant le cerveau pendant la réflexion mathématique, on pouvait améliorer les performances de 28%. De tels résultats, une amélioration de 28 à 30% des capacités de calcul, sont tout simplement incroyables. Faisons maintenant l'expérience avec Anna Powell, professeure notoirement nulle en maths. Premiers exercices sans les électrodes. Et on est à 2 à plancher. Je vous dirai quand arrêter. Sarah a 200 livres. Elle achète 4 pneus. Justement, il faut d'abord savoir comment je marche. Et ça se fait avec un système de capture de mouvement. On passe son temps à se changer ici. C'est vrai. Vous allez d'abord vous asseoir ici pour que je puisse poser les marqueurs. Comment la caméra réagit-elle à ces marqueurs? Si vous regardez cette caméra, là, vous remarquerez qu'autour de l'objectif, il y a un cercle blanc qui émet un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement est réfléchi par les marqueurs, dont la surface est composée d'une matière réfléchissante, puis renvoyée à la caméra. Vous allez enfiler l'équipement et faire quelques mouvements. Je suis prêt. C'est beaucoup plus léger. On va commencer par tester votre capacité d'accélération avec la charge. OK. Vous allez marcher, et quand vous aurez posé le pied droit sur cette marque, là, vous vous mettrez à courir. D'accord. Partez. C'est bien. Ce qu'on vient de capturer là, c'est votre transition marche-course qui va nous aider à comprendre comment la répartition des charges freine votre capacité d'accélération quand vous passez de la marche à la course. Là, vous commencez à marcher. Le orange, c'est votre pied droit. Là, vous le posez au sol et vous vous mettez à courir. Et vous mesurez cette force? Oui. Vous avez vu le trait rouge? Oui. C'est le vecteur force qui matérialise la force d'appui du pied au sol. C'est génial. Maintenant, on va vous rajouter 20 kilos. Et pareil, je vais courir avec. J'ai toujours les marqueurs. Allez, c'est parti. Prêt? Oui, Partez. d'accord. Super. Continuez et revenez. Ça va entraîner quoi comme différence, les 20 kilos en plus? Vous allez vous pencher davantage vers l'avant, plier un peu plus le tronc. Vous aurez une flexion de la hanche et du genou plus importante. Vous aurez tendance à baisser votre centre de gravité pour gagner en stabilité, car le poids vous déséquilibre. Et les applications, c'est pour quand d'après vous? D'ici 1 an ou 2, on mesurera mieux la cinématique des articulations, l'inclinaison du tronc, et on aura un appareil prêt à porter pour le terrain. Les tests de Tyler me montrent précisément en quoi mes performances physiques diffèrent de celles d'autres sujets. Et c'est en étudiant comment mes performances varient en fonction des différentes répartitions de charge que Tyler peut saisir de nouvelles données et adapter la charge à ma morphologie. Le centre a fait passer ces tests à des milliers de personnes pour créer le profil du... Anna, vous avez obtenu quelques centièmes de points de plus à un des tests. Je pense qu'avec plusieurs séances de stimulation, le résultat serait plus probant. Intéressant. Sinon, les résultats sont sensiblement les mêmes. Jim, vous avez progressé de quelques centièmes de points. L'entraînement est la forme de stimulation cérébrale qui demande le moins d'efforts. Quel est l'avenir de cette technologie d'après vous? Sera-t-elle un jour accessible à tous?
Nous l'espérons, mais cela soulève évidemment quelques problèmes éthiques. Comme, est-il légitime que ceux qui sont déjà doués en maths s'en servent pour devenir encore meilleurs? Mais ce n'est pas gênant si on devient tous meilleurs en maths, si? Tous les spécialistes de neuroéthique ne partagent pas ce point de vue. Mais dans la mesure où cette technologie ne présente aucun risque pour le cerveau, moi je pense qu'elle est promise à un bel avenir. Ce bonnet ouvre des perspectives tout à fait réjouissantes puisqu'il va améliorer vos performances mathématiques de 30%. Qui aimerait essayer? Qui aimerait le porter pendant le cours? Moi, madame. Oui? Oui, c'est pas gênant si t'es la seule à le porter? Ah non, si je suis la seule, je préfère pas. Ok, super. Tu le mettrais pendant l'épreuve de maths si tu étais la seule? Oui, si ça me permet d'être meilleure. Et en dehors de l'école? Oui, c'est trop cool comme accessoire. Bien. Trop cool. Il faudra encore attendre des années avant que cette technologie ne soit à notre disposition. Mais quand ce jour viendra, qu'elle permettra aux gens d'effectuer plus facilement certaines tâches mentales, il faudra être très vigilant sur les incidences éthiques qu'elle pourrait avoir. Mais ces nouvelles technologies définiront-elles vraiment la prochaine génération de génies scientifiques? Indépendamment des problèmes éthiques, je pense que d'ici 2020, nombre de ces technologies de stimulation du cerveau seront à notre disposition. L'amélioration de nos capacités intellectuelles grâce à ces nouvelles technologies sera-t-elle la prochaine étape de l'évolution humaine? Si elles nous semblent encore invasives aujourd'hui, elles seront devenues monnaie courante d'ici très peu de temps. Et tout comme la décennie à venir nous permettra d'augmenter la puissance du cerveau, nous découvrirons de nouveaux moyens pour rendre le corps plus fort, même quand les lésions semblent irréparables. Les médecins ont de tout temps cherché à réparer les lésions. Tropical. Il fait entre 41 et 42 degrés, et l'humidité relative est de 45% à peu près. Ce sont des conditions réalistes? Pour les conditions climatiques, oui. Mais pour ce qui est de l'équipement, il est beaucoup plus léger que l'équipement standard. Léger, vous trouvez? Et on va pas me tirer dessus. Je porte un équipement d'une quarantaine de kilos, ce qui apparemment est beaucoup plus léger que la normale. Et c'est parti pour la balade. Gauche, droite, gauche. L'objectif est de suivre l'évolution de mes paramètres physiologiques pour voir s'il y a moyen d'améliorer mes performances dans cet environnement hostile. Les projecteurs reproduisent la lumière naturelle du soleil et le tapis roulant simule le niveau d'endurance nécessaire pour chaque exercice donné. On va accélérer un peu. Ah oui, d'accord. Vous pouvez pas faire mieux? Ok, on va monter d'un cran. Ça va? On est bientôt arrivé? J'ai l'impression qu'on arrive. On y est presque. C'est bon, ça devrait suffire. Ok, je descends. L'ordinateur mesure la rotation de mes chevilles, de mes genoux et de mes hanches, ainsi que la quantité d'oxygène que j'inhale et le CO2 que je rejette. Le sergent Adams compare mes résultats à ceux d'autres soldats. Une base de données calcule la moyenne de ces résultats et il en ressort que je serais beaucoup plus performant si la charge que je portais était répartie différemment. Je vais passer dans un autre laboratoire pour voir si on peut résoudre le problème. Ici, on peut en rire, mais sur le terrain, c'est une question de vie ou de mort. Un centre de recherche de l'armée américaine étudie les capacités de port de charge du corps humain et comment adapter l'équipement à la morphologie des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain pour qu'ils fatiguent moins vite et courent moins de risques. Des recherches qui pourraient ouvrir la voie à de nouvelles avancées dans l'augmentation des performances physiques de l'homme de demain. Hi, Tyler. Daniel, welcome to the center. Bienvenue au Centre de biomécanique militaire. Nous menons des projets de recherche fondamentale et appliquée pour évaluer les performances du combattant et concevoir des produits adaptés à ses besoins. Moi, je travaille sur l'optimisation du port de charge pour qu'il soit physiquement plus performant sur le terrain. Je sais déjà qu'il va falloir revoir la répartition des charges de mon équipement et l'adapter à ma morphologie. Mais pour faire ces petits ajustements, il faut d'abord savoir comment je marche. Et ça se fait avec un système de capture de mouvement.
On passe son temps à se changer ici. C'est vrai. Vous allez d'abord vous asseoir ici pour que je puisse poser les marqueurs. Comment la caméra réagit-elle à ces marqueurs? Fait toute la différence, ça. Ce principe actif qui apporte de l'énergie et permet à la personne de se déplacer plus facilement. Et ces prothèses seront disponibles quand, d'après vous? Sous réserve de la réussite des essais cliniques d'ici 3 à 5 ans. Mais l'objectif à court terme, c'est de l'équiper d'une interface directement reliée à son système nerveux pour que la personne puisse commander elle-même les mouvements de sa jambe, qu'elle ait envie de marcher ou de danser. Ce sera la prochaine étape et ce sera un sacré défi. Les mouvements contrôlés par le cerveau. Waouh! Quelle sera notre relation avec cette technologie d'ici une vingtaine d'années? Pouvons-nous augmenter les capacités du corps humain au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui? Aujourd'hui, mes membres ne font pas encore partie intégrante de mon anatomie. Le soir, par exemple, je les enlève avant d'aller me coucher. Ce ne sera plus le cas d'ici quelque temps. Ils s'inscriront comme un prolongement naturel de mon corps. Ils seront directement raccordés à mon squelette par une tige en titane et des implants neuronaux transmettront les impulsions électriques des parties biologiques aux parties synthétiques de mon corps. Et jusqu'où ira cette fusion entre l'homme et la machine? Grâce au progrès de la médecine régénérative, de la bionique, de la génétique, nous disposerons un jour de capacités augmentées sur le plan physique, mais cognitif aussi. Nous penserons plus rapidement, plus intelligemment. Nous ressentirons plus profondément. Nous aurons une meilleure perception de notre réalité physique. Hugh Air a certainement raison. La biomécatronique aura un jour fait tellement de progrès qu'elle nous permettra d'être plus rapides, plus forts, et de vivre plus longtemps grâce à des appareillages en fibre de carbone équipés de puces en silicium qui remplaceront nos membres et organes déficients. Au-delà des problèmes éthiques qu'elle soulève lorsqu'il s'agit de remplacer des organes en bonne santé, la biomécatronique permettra peut-être un jour à des personnes considérées comme handicapées de bénéficier de pouvoirs surhumains. Mais la force et la vitesse ne sont que l'un des pans de cette évolution. La science a ouvert la voie au traitement de la cécité. Et une nouvelle interface nous permettra peut-être même de voir dans l'obscurité. La science a ouvert la voie au traitement de la cécité. Un défi qui jusqu'à présent relevait de l'impossible. L'œil est un organe d'une telle complexité qu'il ne peut être remplacé par une simple puce électronique reliée à une caméra. C'est pourtant bien ce qu'une chercheuse de New York semble avoir réussi à faire. Chris Elias-Smith est allé enquêter pour nous. Le problème majeur est de comprendre le code qu'utilisent les